Bonjour à tous, je suis Glenn Deason et je suis rejoint aujourd'hui par le grand professeur Jeffrey Sachs pour discuter des 2 premières semaines de Trump de retour au pouvoir et comment donner un sens à tout cela. Et oui, c'est un plaisir de vous revoir. Ravi d'être avec vous, merci. Donc encore une fois, nous ne sommes qu'à 2 semaines de la présidence de Trump, et tant de choses se passent si rapidement qu'il devient un peu difficile de suivre. Mais dans l'ensemble, il semble que Trump soit préoccupé par le fait que les États-Unis s'étendent trop. Je suppose que ce qui peut être qualifié de surextension impériale, alors que les États-Unis s'épuisent de l'intérieur, et que les puissances rivales ont un avantage croissant en termes d'équilibrage collectif des États-Unis. Il semble donc, du moins pour moi, que Trump poursuit une sorte de stratégie de repli et de répriorisation, c'est-à-dire qu'il pense que les États-Unis doivent réduire leurs engagements dans certaines parties du monde, principalement réduire leurs engagements militaires en Europe et au Moyen-Orient, et plutôt donner la priorité à la concurrence contre la Chine en Asie et, je suppose, réaffirmer la domination régionale dans l'hémisphère occidental. Une nouvelle doctrine Monroe, si vous voulez. Donc vous savez, il veut une solution pour l'Ukraine. Il veut la paix avec la Russie. Il veut mettre fin aux guerres sans fin au Moyen-Orient, mais généralement par sa stratégie de pression maximale pour obtenir ce qu'il veut. J'étais curieux de savoir si vous évaluez ces objectifs de manière similaire. Et comment le voyez-vous progresser vers ces objectifs? Ou encore, je sais que ça ne fait que 2 semaines, et il a été difficile de suivre ce qui se passe. Mais je reçois des signaux très contradictoires quant à la façon dont il aborde à la fois le Moyen-Orient et la Russie. D'accord. Je ne les appellerai pas des signaux mixtes, j'appelle ça du bruit. Nous avons beaucoup de bruit, et Trump domine le cycle médiatique. Mais le matin, il y a des tarifs douaniers, et le soir, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de théâtre impliqué dans tout cela. Nous ne savons pas si c'est de l'improvisation ou le désir de dominer le cycle médiatique pour lui-même, mais je ne surévaluerai pas encore la vision stratégique de qui que ce soit. Je pense qu'il est encore assez tôt, assez confus. Nous ne pouvons vraiment rien dire de très clair sur aucun des principaux théâtres d'action, que ce soit la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, la Chine ou les Amériques. Rien ne s'est encore passé, sauf une énorme quantité de bruit et une énorme quantité de confusion. Et Trump parle beaucoup. Les dirigeants populistes se frayent un chemin avec ce genre de communication quotidienne avec leurs partisans. C'est une tactique politique qui fonctionne pour les populistes. Beaucoup de communication, tout au long de la journée, toute la nuit, des publications, des discussions. Mais elle ne mène à rien de clair, je dirais. Jusqu'à présent, à mon avis, il n'y a qu'une seule discussion adulte qui porte la marque de la continuité et de la rationalité au jour le jour. Et c'est notre secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a donné des interviews intelligentes et même des discussions conceptuelles sur un monde multipolaire. C'est une bonne chose. Il est notre secrétaire d'État. Il a appelé à la diplomatie. Il dit que la diplomatie compte, signifie un accommodement mutuel et un compromis. Nous sommes dans un monde multipolaire, a-t-il déclaré. Tout cela, je le mettrai dans la catégorie des discussions d'adultes. Tout le reste, nous ne savons pas. Honnêtement, Netanyahou est à Washington. Est-ce pour qu'il planifie la prochaine phase de quelque chose d'horrible, parce que les États-Unis fournissent plus d'armes lourdes et de financement à Israël? C'est déjà convenu. Ou est-ce pour établir la loi et dire que le cessez-le-feu actuel se poursuivra jusqu'à un résultat politique? Nous ne savons pas. Le théâtre dans l'hémisphère occidental est extraordinaire.
Peux-tu imaginer avant cela un président américain affirmant quotidiennement que le Canada est le 51e État? Ce n'est pas drôle. Cela ne favorise aucune sorte de solution réelle au problème. C'est du théâtre, c'est Hollywood, c'est du divertissement. Les gens aiment ça, mais ça ne résout en fait rien. Je pense que Rubio a fait une chose intéressante. Oui, il a convaincu les Panaméens de quitter l'initiative de la ceinture et de la route. C'est intéressant. En gros, Trump, comme tu l'as dit, revendique clairement l'hégémonie américaine sur les Amériques dans leur ensemble. Ce qui serait intéressant, c'est s'il avait au moins la capacité mentale et géopolitique de dire « Eh bien, si nous ne voulons pas de la Chine et de la Russie près de nous, peut-être qu'ils ne veulent pas des États-Unis près d'eux. » Si cela atteignait réellement ce niveau de sophistication, le monde serait plus sûr. Et donc, il pourrait y avoir un sens à tout cela. Mais souvenez-vous, nous parlons de Trump et nous parlons de l'Amérique. Et l'Amérique est parfaitement capable de dire que nous ne voulons pas de la Russie et de la Chine près de nous, et nous serons directement en face d'eux. Après tout, juste avant que nous commencions, je lisais comment Trump a dit que bien sûr, maintenant l'Ukraine nous donnera ses terres rares en paiement pour notre aide. Cela revient à Lindsey Graham, le sénateur qui a dit que nous devons nous battre parce qu'il y a 10 000 milliards de dollars de réserves minérales. Ne vous souciez pas des Ukrainiens. Ne vous souciez pas de la guerre. Ne vous souciez pas de la vie et de la mort. C'est à nous, ces minéraux. C'est encore une fois un peu décourageant qu'au XXIe siècle, nous ayons ce genre d'approche primitive à notre vie quotidienne et horaire à un moment où nous essayons de survivre. Nous devrions rappeler que la semaine dernière, en toile de fond, le bulletin des scientifiques atomiques a avancé l'horloge de l'apocalypse d'une seconde plus près de l'Armageddon, à 90 secondes avant minuit. C'est un problème sérieux. Jusqu'à présent, rien de ce qui s'est passé n'a diminué ces risques. Donc, Glenn, c'est une longue réponse pour dire que nous pourrions éventuellement construire un cadre intellectuel autour de cela, mais je pense qu'il serait prématuré de le faire, en fait. Tu sais, tu as probablement raison à ce sujet, mais j'ai trouvé cela intéressant. Tu as mentionné l'interview avec Rubio, et c'était extraordinaire. J'aurais aimé qu'il l'explore un peu plus, pour être honnête. Car cet aveu que l'ordre unipolaire est arrivé à sa fin et que nous devons accepter la multipolarité, de mon point de vue, impacte tout. Dans un système unipolaire, la sécurité signifie qu'un pays est capable de dominer à un tel point que personne ne peut défier sa sécurité. C'est ce qui apporte la stabilité dans la logique unipolaire. Mais dans un système multipolaire, il faut prendre en compte les préoccupations de sécurité des adversaires. Maintenant, soudainement, la diplomatie prend un tout nouveau sens. Cela bouleverserait tout l'ordre unipolaire que les États-Unis ont tenté de construire depuis le début des années 90. C'est exact. Et j'ai trouvé que les déclarations de Rubio étaient assez intelligentes. Nous n'avons aucune idée si c'est sa propre observation ou le reflet d'une stratégie convenue avec le président Trump. Nous n'entendons pas de telles choses de la part du président Trump, rien à ce niveau conceptuel. Mais ce que Rubio a dit, c'est ce que vous et moi et d'autres discutons depuis des années, à savoir qu'en fait, nous avons déjà atteint un monde multipolaire. Biden, Sullivan et Blinken ne l'ont jamais reconnu, admis ou accepté, du moins à ce niveau politique. Mais Rubio l'a dit de manière assez directe. C'est la chose la plus positive qui soit arrivée depuis le début de l'administration. Il est tout à fait possible que de bonnes choses se produisent, que la guerre en Ukraine s'arrête, que le cessez-le-feu soit appliqué, parce que Trump ne voudra pas plus de guerre,
et que les batailles avec la Chine se limitent à ce léger échange de représailles commerciales. Il est possible, en fait, que la paix éclate de cette manière. Mais je pense que nous en sommes encore au tout premier jour pour faire des affirmations à cet égard. Vous avez utilisé le mot confusion auparavant, et j'ai pensé, eh bien cela résumait mes pensées, non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur la question de l'Ukraine, car Trump a clairement indiqué qu'il voulait mettre fin à la guerre. Encore une fois, idéalement, il voudrait le faire dans les 24 premières heures, mais ensuite, il a prolongé ce délai. Lorsqu'il a dit qu'il reconnaissait que l'expansion de l'OTAN avait déclenché la guerre, c'était très différent de suggérer qu'elle était non provoquée. Ce qui signifie qu'il y avait juste une impulsion impériale de la Russie, qui doit être contrée, plutôt que de trouver un compromis. Donc, je pense que les Russes étaient assez impatients lorsqu'ils ont entendu cela, car cela semblait indiquer qu'il était prêt à prendre en compte leurs préoccupations en matière de sécurité et à utiliser cela comme point de départ pour trouver une solution. Mais ensuite, il a continué à menacer les Russes avec des sanctions. Il allait réduire considérablement le prix du pétrole. Pour une raison quelconque, il pensait que l'Arabie saoudite accepterait cela. Mais maintenant, il parle aussi de l'Ukraine payant les États-Unis avec ses minerais rares pour financer le soutien américain. Donc, encore une fois, si ce ne sont pas des signaux contradictoires, c'est déroutant. Il veut aussi mettre fin à la guerre, mais il suggère également qu'il est prêt à la laisser aux Européens pour qu'ils s'en occupent désormais. Est-ce simplement une recherche de retour sur investissement des engagements de sécurité des États-Unis dans le monde, plutôt qu'un drain sur les ressources? Ou pensez-vous qu'il a des ambitions plus larges en termes de mettre fin au conflit avec les Russes pour rapprocher un peu la Russie de l'Occident plutôt que de se pencher vers la Chine? Ou pensez-vous qu'il y a beaucoup d'improvisation en cours et que c'est un peu trop rapide, comme je l'ai commencé à dire? Je pense que le point de départ est qu'il y a de nombreuses voix à Washington. Il y a de nombreuses voix dans le milieu de la sécurité. Le président Poutine a observé de manière célèbre dans une interview de 2017 que les présidents arrivent au pouvoir avec des idées, mais que des hommes en costume sombre et cravate bleue viennent leur parler des réalités. Sans aucun doute, une partie de cela se produit. D'ailleurs, il entendait par réalité, entre guillemets, en d'autres termes, les réalités de l'État profond ou de la CIA. Donc une partie de ce qui se passe, c'est que Trump n'est pas seul. Le roi George III, contre lequel les États-Unis se sont révoltés en 1766, n'était pas seul. Il y avait un cabinet. Il y avait un parlement, etc. Donc Trump n'est pas seul dans cette situation, bien qu'il domine complètement le cycle médiatique. On pourrait dire qu'il le partage avec Elon Musk, mais c'est eux deux à l'exclusion de presque tout le monde dans le monde en ce moment. Donc une chose est qu'il y a de nombreuses voix à Washington. Il y a un deuxième point, je crois, c'est que Trump surestime probablement grandement la main qu'il a. En d'autres termes, il pense que le pouvoir de négociation des États-Unis est beaucoup plus grand qu'il ne l'est. Ou c'est un grand artiste du baratin et sait que la main est faible, mais sort donc avec un éclat particulier. Mais le point est que je ne pense pas que les États-Unis aient autant de leviers dans de nombreux endroits différents. Les États-Unis ne peuvent pas affronter la Chine, par exemple. Ce n'est même pas envisageable dans notre monde. Les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre contre la Chine. Dieu nous en préserve, cela pourrait mettre fin au monde. Mais ce n'est pas comme si les menaces pouvaient vraiment résoudre les problèmes. Les États-Unis ne peuvent pas menacer l'Arabie saoudite ou le monde arabe en disant « Vous prenez les réfugiés de Gaza, sinon ».
Il n'y a pas de sinon. Les États-Unis ne peuvent même pas menacer l'Europe, qui est bien sûr le pire négociateur du monde entier, car ce sont 27 pays, dont certains sont des États vassaux des États-Unis, qui essayent de trouver une position. Mais même en matière de politique commerciale, le marché américain n'est tout simplement pas si grand et dominant, ni le dollar si écrasant. Bien au contraire, les États-Unis dépendent du financement de l'étranger, et Trump ne peut pas simplement faire des menaces, à moins que tout le monde ne se recroqueville et ne se mette en ligne. Il y a donc beaucoup de bravade, il y a beaucoup de confusion. À mon avis, il n'y a pas de stratégie claire à ce stade, et il se peut qu'il n'y ait pas de stratégie claire. Nous devons également comprendre que les États-Unis sont remplis de problèmes internes. Les États-Unis sont remplis de problèmes politiques internes qui sont assez profonds. Nous avons maintenant un déficit budgétaire chronique de 7% du PIB, ce qui est important, avec la perspective d'une dette en forte augmentation par rapport au revenu national, et d'énormes problèmes sociaux qui n'ont même pas été mentionnés une seule fois depuis l'arrivée du gouvernement. Il n'y a pas de discussion sur la crise sanitaire, la crise sociale, la crise de la pauvreté, la crise du logement, sauf pour expulser les migrants illégaux. C'est la seule partie de cette discussion. Et ils veulent dépenser plus pour l'armée. On parle maintenant de milliers de milliards de plus pour moderniser l'arsenal nucléaire, soi-disant, plus un nouveau système de missiles antibalistiques basé dans l'espace, Iron Dome, coûtant des centaines de milliards de dollars sur des technologies complètement non prouvées. Avec les coupes budgétaires, c'est la plus grande aspiration de Trump. Donc il y a beaucoup de contradictions profondes et je ne les vois pas disparaître. Maintenant, est-il possible que de bonnes choses se produisent? Oui. La façon dont vous avez commencé en imposant une structure intellectuelle cohérente à tout cela est absolument un résultat possible que l'administration pourrait choisir, à savoir le repli, la paix avec la Russie, la paix avec la Chine. Vous restez en dehors de notre voisinage. Nous restons en dehors de votre voisinage. Nous atténuons, nous revenons à un cadre de contrôle des armements nucléaires. Nous mettons fin à la guerre au Moyen-Orient avec un État de Palestine aux côtés d'un État d'Israël. Tout cela est à portée de main. Il pourrait se passer en 6 mois que, mon Dieu, c'est un nouveau monde censé. Ce n'est pas impossible. Mais nous ne devrions pas dire que c'est encore la stratégie, car nous n'avons absolument aucune confiance que c'est la stratégie et qu'elle pourrait être imposée par Trump et son équipe, même s'ils le veulent, car ils ne sont pas seuls à Washington. Oui, je suppose que j'essaie de regarder dans le chaos et le bruit pour voir si je peux y trouver une certaine structure. Mais Trump aussi, ce n'est pas seulement ce qu'il fera, mais il a hérité d'un autre conflit, bien sûr, qui est le génocide à Gaza. Et ici aussi, je suppose qu'il y a une certaine hypothèse que cela peut aller dans les deux sens. Car d'une part, Trump veut se positionner comme le meilleur ami d'Israël. En même temps, il insiste sur l'Amérique d'abord. Et quand vous avez Netanyahou et Trump, je ne suis pas sûr s'ils trouveront un terrain d'entente ou si la pièce peut contenir les deux égaux. Mais encore une fois, d'une part, il voulait un cessez-le-feu, mais le lendemain, il fournit des bombes de 2000 livres et suggère que nous pouvons réinstaller les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. Encore une fois, il a présenté cela comme les aidant à avoir une meilleure vie, mais nettoyer Gaza. Je suppose que de mon point de vue, cela ressemblait à une interprétation humanitaire d'un nettoyage ethnique. C'est-à-dire, d'abord détruire Gaza, puis offrir de l'aide en déplaçant les gens. Mais comment voyez-vous la direction, indépendamment de ce que Trump veut faire? Voyez-vous le cessez-le-feu tenir, ou sera-t-il trop difficile pour Netanyahou de le rompre? Je pense...
Encore une fois, voici quelques bases très claires. Netanyahou ne veut pas de cessez-le-feu. Netanyahou ne veut pas de solution politique avec la Palestine. Netanyahou veut, pour ses propres raisons idéologiques et sa survie politique, la survie de sa coalition, ce qu'on appelle le Grand Israël, ce qui signifie qu'Israël contrôle tout le territoire de la Palestine mandataire, c'est-à-dire la Palestine de l'époque britannique, allant du Jourdain à la Méditerranée, à la fois les frontières légales d'Israël, plus Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. C'est donc ce que veut Netanyahou, et il le veut depuis qu'il est devenu Premier ministre en 1996. Et rien n'a changé, et il n'y a pas de terrain d'entente à ce sujet. Et il ne changera jamais sa position à ce sujet. Il montera ou tombera du pouvoir. C'est une autre affaire. Mais il ne changera pas sa position à ce sujet. C'est son noyau politique et l'œuvre de sa vie. Et c'est un désastre, à mon avis. L'homme est absolument sous un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, afin de perpétrer sa vision politique, qui est le Grand Israël. Les États-Unis ont eu le choix pendant des décennies de suivre cela et de mener les guerres d'Israël ou de dire qu'il doit y avoir la paix et une solution à deux États. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis se sont toujours rangés du côté d'Israël. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du lobby israélien. C'est dominant à Washington. La question est de savoir si Trump en fait partie ou non. Si vous deviez parier, vous diriez oui. Si vous y réfléchissez du point de vue des intérêts des États-Unis et des intérêts de Trump, vous diriez non. Biden a perdu le pouvoir. Probablement toute l'administration a perdu la réélection en grande partie à cause de sa faiblesse en politique étrangère et en grande partie en confiant la politique du Moyen-Orient au lobby israélien. Cela a coûté cher aux démocrates dans les États clés et dans l'attitude générale selon laquelle le gouvernement américain n'était pas aux commandes. Trump a un choix en tant que président. Le travail d'un président est de diriger, mais il n'y a pas eu de leadership. En gros, presque depuis Truman, le lobby politique d'Israël a été si puissant tout au long. C'est donc exactement ce qui est en jeu cette semaine. J'attends de voir plutôt que de prédire, car si vous deviez prédire, vous prédiriez que le lobby israélien continuerait. Et si vous espériez la paix, vous diriez que Trump imposerait ses conditions et dirait à Netanyahou, « Je me fiche de ce qui t'arrive. Ce qui m'importe, c'est que cette guerre ne recommence pas. » Et c'est tout. Et le renvoyer, c'est ce qu'un président ferait. Nous n'en avons pas eu un comme ça depuis de très 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 nombreux présidents. Donc c'est ce qui est en jeu cette semaine. Il y a une autre grande chose qui se passe également, c'est que sous Trump, il suspend ce qu'on appelle l'aide étrangère pendant 90 jours. Cela affecte des institutions telles que l'USAID, mais aussi d'autres ONG, qui ont souvent été critiquées pour être, elles sont appelées organisations non gouvernementales, mais elles sont financées par le gouvernement américain. Elles sont souvent composées de personnes étroitement liées à la communauté du renseignement. Parfois, c'est la communauté du renseignement, et souvent la façon dont elles interprètent les droits de l'homme tend à toujours s'aligner sur les intérêts géopolitiques. Maintenant, en supprimant ce financement, il y a déjà eu d'énormes conséquences. Nous entendons parler de l'Ukraine, par exemple, tout ce chaos. Souvent, 80% à 90% sont financés par ces soi-disant ONG américaines. Et même en Hongrie, les médias d'opposition qui tentent de saper Orban ont également perdu une grande partie de leur financement. Donc, il semble assez... Oui, c'est un développement énorme. Et je me demande où se trouve la motivation. Est-ce un effort parce qu'il veut refondre beaucoup des politiques étrangères de l'Amérique?
Est-ce une façon de déraciner l'État profond? Est-ce simplement des mesures pragmatiques de réduction des coûts ou est-ce géopolitique? Parce que seulement le mois dernier, ces ONG ont eu, vous savez, l'ancien Premier ministre et l'actuel Premier ministre de Géorgie ont averti que les États-Unis essayaient de renverser le gouvernement là-bas avec des ONG pour en faire une deuxième ligne de front. En Slovaquie, ils soutiennent que ces ONG essayent de le renverser parce qu'il est trop favorable à la fin de la guerre en Ukraine, tout comme Orban. Donc, est-ce un intérêt géopolitique de Trump? Réduit-il les coûts? Est-ce qu'il déracine l'État profond? Comment interprétez-vous tout cela? Parce que c'est assez extraordinaire. Oui, c'est un très bon ensemble de questions. Encore une fois, je suis désolé de dire que c'est probablement un certain nombre de motifs qui sont différents pour différents acteurs. Mais permettez-moi de le résumer ainsi. Tout d'abord, l'USAID est un mélange de 3 missions très différentes. L'une est la véritable intelligence et l'aide humanitaire urgente pour aider à financer l'eau potable ou les médicaments anti-paludisme, etc., qui maintiennent les gens en vie de toute urgence. L'USAID fait vraiment cela. Vous arrêtez cela, les gens meurent. Et donc, c'est le bon côté de l'USAID. Deuxièmement, l'USAID est un instrument de politique étrangère, évidemment des États-Unis, pas seulement de politique de développement ou humanitaire. Vous aidez ceux qui votent avec les États-Unis, se rangent du côté des États-Unis, permettent aux États-Unis d'établir des bases militaires, territoire des Unis. C'est donc une institution complètement politisée qui est désespérément mal utilisée pour des raisons parfois néfastes de politique étrangère. Troisièmement, c'est une institution de l'État profond, ce qui signifie qu'elle finance littéralement des révolutions de couleur, des insurrections, etc. Elle fournit des médias d'opposition qui surgissent à la demande lorsqu'un gouvernement doit être renversé, par exemple. C'est donc tout cela. Cette action qui a été prise ne les a pas distingués, du moins dans un premier temps. Par la suite, certaines des opérations de sauvetage ont été rétablies, mais je suis sûr que beaucoup ne l'ont pas été. Quel était le but de tout cela? C'est encore une fois un mélange. L'aide étrangère, la bonne partie, sauver des vies, etc. Cela est en soi opposé par les principaux électeurs de Trump. Faire du bien aux autres. Arrêtez ça. Croyez-moi, réduisez l'aide étrangère. C'est du gaspillage. Pourquoi les aiderions-nous? C'est un trope très courant dans la politique américaine, qui est que si c'est bon pour les autres, c'est mauvais pour nous. Et donc, ironiquement, c'est pas comme si les gens disaient, eh bien, nous devrions garder les bonnes choses. Non, 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 non. Nous devrions couper les bonnes choses parce que c'est un gaspillage d'argent. S'ils veulent rester en vie, c'est leur affaire. Ce n'est pas notre affaire, est un trope américain. Mais il est également vrai que c'était probablement une attaque contre l'État profond, d'une manière que j'applaudirais parce que l'USAID a été désespérément, terriblement mal utilisé pendant des décennies. Je suis économiste du développement. J'ai défendu l'aide au développement pour les personnes pauvres. Mais j'arrêterai de traiter avec l'USAID parce que c'était un instrument complètement politique et souvent totalement inapproprié. Et donc je pense que cela faisait aussi partie de la motivation, c'est sûr. En général, d'ailleurs en Occident, même en Norvège, qui est l'un des grands donateurs, même dans toute l'Europe occidentale, l'idée d'aider honnêtement les gens à satisfaire leurs besoins fondamentaux est en train de passer de mode. C'est incroyable. Les niveaux d'égoïsme, d'égocentrisme et ainsi de suite envers les personnes les plus vulnérables du monde. Donc, l'USAID ne sera pas sauvé grâce à un élan de soutien pour aider les personnes vulnérables. Il sera sauvé, si c'est le cas, par des forces de l'État profond qui disent que nous avons besoin de cela,
comme outil de politique étrangère pour toutes les mauvaises raisons, à mon avis. Mais ce que cela fait, c'est ce que vous avez dit. C'est incroyable de voir combien d'organisations de façade ont été exposées en une semaine. Soudainement, vous ne pouvez plus faire de la propagande. Soudainement, la moitié des médias en Ukraine est en panne parce qu'ils étaient tous financés par les États-Unis. C'était financé par l'USAID. C'est le jeu de l'état de sécurité américain. C'est le jeu des révolutions de couleurs. Et au moins temporairement, cela a été arrêté. Nous avons donc une très bonne expérience en cours qui expose ce qui se passait. Oui, je suis d'accord. Et je viens de voir Bill Kristol. Il a tweeté hier. Vous savez, je préfère être du côté de l'État profond que de l'État Trump. C'est remarquable qu'il puisse dire cela à haute voix. Exactement. Et Bill Kristol est l'une des personnes qui nous a apporté plus de guerres, plus de désastres, plus près du bord de la guerre nucléaire. Il fait partie de ce groupe néoconservateur depuis le début qui a causé tant de dommages profonds. Qu'il dise cela clarifie au moins, nous espérons que l'État de Trump sera réellement de l'autre côté de cela. Nous attendons de voir. Mais si c'est le cas, ce serait exactement la percée vers la réalité et la sécurité dont nous avons besoin aux États-Unis et dont le monde a besoin. Juste une dernière question brève. J'étais curieux de savoir comment vous voyez la Chine, pour être honnête, car en 2017, lorsque Trump a pris la présidence, il était très désireux d'exercer une coercition économique contre la Chine. Mais depuis ces jours-là, il semble que la Chine ait montré qu'elle est capable de se diversifier loin des États-Unis en matière de fabrication de puces, tandis que les États-Unis auront évidemment beaucoup plus de mal à se diversifier loin de la Chine, surtout avec beaucoup des ressources dont dépendent les chaînes d'approvisionnement américaines. Percevez-vous un sentiment ou une approche plus modérée de la part de Trump cette fois-ci? Ou est-il difficile de voir à travers le bruit, je suppose? Encore une fois, ce que le groupe Trump décidera est une chose. Mais la chose la plus importante qui s'est produite, non pas par Trump, mais au cours des dernières semaines en géopolitique, a été DeepSeek, la démonstration chinoise que toute votre fanfaronnade et vos centaines de milliards de dollars dépensés sur des puces coûteuses sont bien et bons, mais nous pouvons reproduire ce que vous faites. Et il existe des moyens moins chers de faire tout cela. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes là. C'était le véritable message de DeepSeek. Et la vérité est que c'est une longue histoire. L'idée que les États-Unis dominent parce qu'ils ont un contrôle sur certaines technologies clés est un trope depuis au moins, disons depuis 1945. L'idée en 1945 était que les États-Unis avaient le monopole atomique. Lorsque Truman a réfléchi à la durée de ce monopole, il a dit pour toujours. Bien sûr, il a duré environ 3 ans et demi. Et en 1949, l'Union soviétique a rejoint le club atomique, et il en a été de même avec la bombe thermonucléaire en 1953-54. Le point est que toutes ces idées selon lesquelles nous sommes en avance et que nous resterons en avance technologiquement ne sont qu'un trope naïf, ancien et souvent répété. Star Wars était la même chose, et cela continue encore et encore. L'IA est juste le dernier de ces engouements. La Chine est une superpuissance mondiale, elle le sera. Trump n'a pas de menace crédible contre elle. Cela ne signifie pas que les États-Unis ne seront pas complètement stupides, mais les États-Unis ne peuvent pas vaincre ou contenir la Chine. Mais les États-Unis pourraient très bien s'entendre pacifiquement avec la Chine si l'observation de Marco Rubio est sagement prise en compte, à savoir que nous sommes véritablement dans un monde multipolaire, car cela implique que vous n'entrez pas en guerre avec l'autre partie, parce qu'ils ne peuvent pas vous vaincre, et vous ne pouvez pas les vaincre. La seule chose que les deux parties pourraient faire
et de faire exploser le monde entier. Et donc, vous vous tenez à l'écart l'un de l'autre. Et encore une fois, je veux revenir à l'idée la plus fondamentale. Eh bien, c'est la règle d'or. Elle est vieille de plusieurs milliers d'années dans la pensée mondiale, dans chaque grande tradition éthique du monde. Vous faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et Trump ne veut pas de la Russie et de la Chine à nos frontières ou dans nos eaux proches. Peut-être que si les États-Unis réfléchissent à cela, vis-à-vis de la mer de Chine orientale, de la mer de Chine méridionale, de Taïwan et ainsi de suite, nous aurons un monde plus sûr. Il est possible que nous y parvenions. Ce sont les premiers jours de beaucoup de bruit, beaucoup de confusion. Washington est en ébullition. Trump n'est pas seul à Washington. Les choses sont bouleversées. Mon point sous-jacent est que nous pourrions avoir un monde plus sûr, et la main des États-Unis n'est pas très forte. Donc il y a beaucoup de bruit, de fanfaronnades, de menaces, de vantardises, de gonflements et de soufflements. Mais le fait est que les États-Unis peuvent arrêter les guerres, mais ils ne peuvent pas les gagner, et ils ne devraient pas les mener. Eh bien, espérons que nous reviendrons à la notion selon laquelle la sécurité découle de l'atténuation de la concurrence sécuritaire, et non de la défaite de vos adversaires. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup, professeur Sachs, pour votre temps et pour avoir partagé vos idées. Ravi de vous parler, et nous resterons en contact tout en suivant ces développements. Super. Merci beaucoup.